Amis internautes et chers membres de l'association Aimantique ainsi que tous les abonnés de la chaîne YouTube Biko Georges TV et la page Facebook Biko Georges officiel, salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, en fait, je vais démarrer le deuxième tutoriel de l'année 2019. Il s'agit en fait ici d'un tutoriel qui répond à la question comment retrouver l'identité d'un numéro de téléphone portable ou encore d'un numéro de téléphone mobile. Alors, tout d'abord, avant d'aller plus loin, j'aimerais en fait dire pour ceux qui nous rejoignent en fait ou encore pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois et qui n'ont pas vu le tuto numéro 1 de l'année 2019 que effectivement il y a de cela un peu plus d'une journée maintenant, j'ai posté sur cette chaîne YouTube un tutoriel en fait qui répond à la question comment pirater la base de données d'un opérateur de téléphonie mobile. Le lien de cet article ou encore de ce tutoriel a également été ajouté à cette vidéo. Donc vous pouvez donc retrouver le lien de ce tutoriel juste en dessous de cette vidéo en description. Donc voilà, alors à la suite donc de ce tutoriel, c'est-à-dire le premier tutoriel que j'avais donc eu à poster le 19 mars, beaucoup d'entre vous m'ont donc posé la question de savoir parce que lorsque nous avons donc déjà récupéré les données liées à la base de données, comment aller plus loin, ok? C'est-à-dire comment obtenir par exemple l'identité d'un abonné en fait à partir juste de son numéro de téléphone. Donc c'est un peu ce que nous allons donc voir tout au long de cette vidéo. Alors tout d'abord je vais donc vous informer du fait que il existe en fait deux techniques pour pouvoir obtenir l'identité d'un numéro de téléphone. Alors ici, mettez-vous dans la peau d'une personne qui a été recrutée par, un organe de recherche gouvernemental tel que la police scientifique, Interpol ou voilà j'en passe. Bref, mettez-vous dans la peau d'un expert, d'une personne dotée de compétences mais qu'on a appelé en fait pour participer à des enquêtes dans un organe de recherche gouvernemental. Alors cependant, on vous a donc, proposé d'être à la tête d'un service qui s'occupe en fait de récupérer ou encore d'identifier en fait des criminels juste à partir de leur numéro de téléphone. Vous savez déjà comment obtenir n'importe quel numéro à partir de n'importe quelle base de données d'un opérateur, quel que soit le pays. Alors, je vous ai montré en fait l'une des techniques en fait associées à ce type d'attaque et vous pouvez donc retrouver cette technique là à partir de cet article. Cependant, il existe donc deux techniques principalement pour pouvoir donc retrouver l'identité associée à un numéro de téléphone sans toutefois avoir besoin de contacter l'opérateur. Ok? Donc ici, la première technique que nous allons voir en fait s'appelle le Social Reverse Phone Lookup. Donc la première technique ici c'est le Social Reverse Phone Lookup. Un instant, je vais prendre un autre, un stylo d'une autre couleur. Voilà, on va rester avec la couleur jaune. Ok, donc la première attaque donc c'est le Social Reverse Phone Lookup. Alors, en informatique, plus particulièrement dans le monde du hacking, il existe en fait une attaque célèbre appelée le Reverse Lookup. Je suis sûr, si vous êtes déjà intéressé en fait un peu au hacking même de base, que vous avez déjà entendu parler en fait de l'attaque du Reverse Lookup. Le Reverse Lookup est un terme général dans le hacking en fait qui qui exprime le fait de pouvoir obtenir des données informatiques à partir d'une seule donnée. C'est-à-dire, on est capable d'avoir des informations à partir d'une seule donnée connue. Alors, je prends un exemple. À partir d'une adresse email, par exemple, on peut savoir, par exemple, le serveur à partir duquel l'adresse email a été créée. À partir d'un nom de domaine, on peut savoir, par exemple, l'hébergeur qui héberge ce site internet, etc., etc. Ok? Je peux prendre un autre exemple, ok? À partir, disons, d'une adresse IP, on peut savoir par exemple en fait quel est le système quel est le système en fait qui héberge le serveur lié à cette adresse IP là. Donc, tout cet ensemble de techniques en fait s'appelle le reverse lookup, le fait d'obtenir une information de manière inversée à partir d'une donnée qui est donc liée à toutes ces informations là. Donc
disons que dans une base de données, ok, votre nom seulement, votre nom au niveau de la base de données de votre gouvernement est lié à toutes vos informations. Par exemple, votre nom est lié à votre sexe, à votre âge, à votre, je sais pas, le nombre, si vous êtes dans un pays par exemple développé, c'est lié par exemple au nombre de fois où comment dirais-je, vous êtes présenté à l'hôpital pour vous faire consulter ou bien pour vous faire soigner. C'est lié par exemple au nombre de fois où vous avez, comment dirais-je, effectué des voyages par un aéroport ou bien, je ne sais pas, par n'importe quelle autre voie. C'est lié au nombre de fois que vous avez eu à utiliser une carte de crédit, etc., etc. Voilà donc pourquoi dans les pays développés, par exemple, à partir d'une carte de crédit, on peut savoir exactement la position géographique d'une personne. On appelle ça également, c'est une attaque qui est dans le reverse lookup. Donc ici, nous allons voir ce qu'on appelle le social reverse lookup, ok? Parce que dans le reverse lookup, nous avons plusieurs types de reverse lookup. Ce que nous voulons obtenir maintenant, c'est un maximum d'informations sur une personne, sur un individu, mais juste à partir de son numéro de téléphone. Cette attaque s'appelle donc le Social Reverse Lookup. En fait, ici, nous avons deux catégories d'attaques pour pouvoir donc faire du Reverse Lookup sur un numéro de téléphone. Ok? Alors, le Social Reverse Lookup consiste donc à utiliser des réseaux sociaux pour pouvoir obtenir en fait un maximum d'informations sur un individu à partir de son numéro de téléphone. Ça, c'est le plus facile, tout le monde peut le faire. Cependant, vous allez voir que ce n'est pas, c'est simple, n'est-ce pas? Mais pour, comment dirais-je, pour pouvoir réussir dans cette attaque-là, il faut avoir les outils qu'il faut. Parce que si vous voulez procéder en fait de manière archaïque, c'est-à-dire de manière manuelle, vous allez voir que cette attaque ne va même pas vous aider puisque, comment dirais-je, à la première tentative, vous allez vous décourager. On en reviendra tout à l'heure. La deuxième attaque en fait que nous allons donc également voir dans ce tutoriel, c'est le HLR Database Exploitation. Alors le HLR ici est un sigle dans le monde de la télécommunication qui, comment dirais-je, qui veut dire en fait Home Location Register, ok? Donc Home Location Register. On en parlera tout à l'heure, ok? Donc le Home Location Register est une sorte de base de données en fait dans le système de télécommunication, comment dirais-je, principalement GSM, qui stocke donc les informations d'un abonné lorsque cet abonné-là a déjà été enregistré chez l'opérateur. On verra cela encore tout à l'heure. Donc, tous les appels que vous émettez à partir de votre téléphone, quel que soit le téléphone même que vous utilisez, que ce soit un téléphone fixe ou portable, toutes ces informations sont stockées dans deux bases de données chez n'importe quel opérateur, ok? Donc, si par exemple vous êtes à MTN et vous émettez un appel vers Orange, Orange va tout d'abord stocker vos coordonnées avant même de vous connecter à votre interlocuteur, ok? Et vos coordonnées, c'est-à-dire votre nom, prénom, comment dirais-je, adresse, etc., etc., tout cela est stocké dans une base de données la toute première fois que vous émettez un appel, ok, vers n'importe quel opérateur. Donc, ces données sont donc utilisées, voilà, tout d'abord pour vous authentifier, afin de pouvoir donc relayer en fait votre appel. Je vous expliquerai comment cela se passe tout à l'heure. Mais voilà un peu les principes de ces, ou encore voilà un peu ce que signifient en fait ces deux termes. Donc le HLR donc est une base de données en fait qui stocke toutes ces informations de n'importe qui. Lorsque vous utilisez votre téléphone pour appeler n'importe qui, que ce soit en local ou en international, ok, tous les appels sont passés par, ou encore sont enregistrés dans une base de données. Les informations liées aux appels, du moins, sont enregistrées dans une base de données qu'on appelle le HLR. Et il y a principalement deux bases de données qui s'occupent de l'enregistrement des informations d'une personne qui appelle d'un opérateur à un autre ou encore au sein du même opérateur. La première de ces bases de données, en fait, c'est la VLR, c'est-à-dire la Visitor Location Register. Et puis la HLR, c'est la deuxième, c'est-à-dire la Home Location Register. Maintenant, voyons donc poursuivre et voir donc, ou encore, et comprendre le principe de chacune de ces attaques. Tout d'abord, commençons par le Social Reverse Phone Lookup. Dans le Social Reverse Phone Lookup, ou encore le principe du Social Reverse Phone Lookup, comment dirais-je, veut que lorsque quelqu'un
possède un numéro de téléphone aujourd'hui, c'est-à-dire en 2019, dans notre ère actuelle, il est presque indispensable ou encore il est presque impossible de trouver dans un pays, ok, moins de 50% de la population qui utilise en fait un réseau social mobile. Et comment dirais-je, parmi tous les réseaux sociaux mobiles aujourd'hui, le réseau social le plus utilisé c'est WhatsApp. Nous avons également d'autres réseaux sociaux qui suivent tels que Viber et j'en passe, Telegram, vous en avez plusieurs. Cependant, chacun d'entre vous ici, même votre, comment dirais-je, grand-mère au village, sait aujourd'hui comment enregistrer un numéro, ok, afin de pouvoir ressortir en fait son compte WhatsApp. Bref, donc dans le Social Reverse Phone Lookup, nous avons donc ici des utilisateurs dans un pays. Donc dans un pays, nous avons des utilisateurs. Chacun d'entre eux, comment dirais-je, utilise en fait un ME, c'est-à-dire un équipement mobile, mobile equipment, ok? Donc, disons que chacun ici est représenté par un mobile equipment. Donc ces petits carrés que je suis en train de dessiner en fait dans le pays en question représentent en fait ici les téléphones, ok, les téléphones, ce qui nous zombifie aujourd'hui, entre parenthèses. Alors aujourd'hui, chacun a aujourd'hui un téléphone avec au moins un réseau social, ok. En vous vendant un téléphone aujourd'hui, on vous impose indirectement même d'utiliser un réseau social. Voilà ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui un plus grand pourcentage de la population mondiale utilise aujourd'hui un smartphone avec un réseau social au moins, comment dirais-je, installé dessus. Voici donc ce qui se passe. Remarquez, à chaque fois que vous installez un réseau, comment dirais-je, social sur votre téléphone, quelle que soit même l'application que vous installez sur votre téléphone, regardez un peu les questions que l'on vous pose, ok, avant l'installation. Pendant et avant l'installation, on vous pose la question de savoir est-ce que vous voulez que l'application que vous installez sur votre smartphone puisse avoir accès à vos informations. Si vous répondez non, vous ne pourrez pas installer le logiciel. C'est lorsque vous répondez uniquement oui que vous avez la possibilité de l'installer. Voilà donc pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui ont un smartphone ont rendu leurs informations public, ok. Alors je vais donc vous montrer donc aujourd'hui comment les hackers s'y prennent pour pouvoir effectuer du reverse lookup à partir de vos informations. Vous avez acheté un téléphone avec un smart, comment dirais-je, avec des applications intelligentes. Dans ce téléphone-là, existe un réseau social qui vous permet de communiquer avec d'autres personnes, ok, que vous connaissez bien sûr, qui ont également un smartphone. Alors, cependant, tous vos smartphones sont connectés à une base de données. Donc, tout ceci est connecté à une base de données. La base de données appartient à une entreprise, ok. Alors, disons par exemple que tous vos téléphones, puisque vous avez WhatsApp, on prend l'exemple de WhatsApp sur votre téléphone, puisque vous avez WhatsApp, tous vos téléphones sont également connectés à la base de données de WhatsApp, n'est-ce pas? Alors, chacun d'entre vous ici a donc comment dirais-je, WhatsApp installé sur son téléphone. Donc ce qui fait quoi? Regardez ce qui se passe. WhatsApp, à partir de son application, lit votre, comment dirais-je, cette application-là à votre numéro de téléphone. WhatsApp a un accès direct GSM à votre téléphone. Voilà pourquoi lorsque vous activez WhatsApp sur votre téléphone et qu'on vous envoie un code de confirmation par SMS, vous n'avez plus besoin d'aller copier ce code de confirmation pour activer WhatsApp, n'est-ce pas? Automatiquement, c'est WhatsApp qui va s'introduire dans votre téléphone, consulte vos messages, lit vos messages et récupère le code de confirmation pour pouvoir donc l'insérer dans le text box de manière automatique et vous l'activez. Ainsi, vous êtes content, n'est-ce pas? Parce que WhatsApp a automatiquement facilité l'activation de votre
comment dirais-je, de votre compte WhatsApp. Cependant, ce que vous ne savez pas, c'est que indirectement, WhatsApp a accès, même pas indirectement, mais directement, WhatsApp a accès à votre téléphone, à vos SMS, à vos photos, vos vidéos, et j'en passe, ok? Donc, ce qui fait aujourd'hui quoi? Il suffit tout simplement maintenant à une personne qui connaît votre numéro de téléphone, qui, lorsque cette personne-là a installé en fait votre numéro de téléphone dans son téléphone, ce qui va se passer, c'est quoi? WhatsApp automatiquement, puisque vos informations, vous les avez déjà transmises à WhatsApp, WhatsApp automatiquement va transférer toutes ces informations-là à cette personne. Donc, cette personne aura donc toutes les informations que vous avez transmises à WhatsApp, c'est-à-dire votre, comment dirais-je, votre nom, le nom que vous avez envoyé à WhatsApp, voilà, vos descriptifs, vos photos, etc., etc. Donc, la personne aura accès à tout cela. Cependant, vous pouvez vous dire, ah, qu'est-ce que ça fait? Puisque les personnes à qui je donne mon numéro de téléphone sont des personnes à qui je fais confiance. Des personnes à qui je donne mon numéro de téléphone pour, comment dirais-je, pour qu'on chatte sur WhatsApp sont des personnes que je connais très bien, sont des personnes de bonne foi. Ce que vous ne connaissez pas, tout simplement, c'est que, c'est-à-dire, il y a une chose maintenant que vous ignorez, ok? C'est que aujourd'hui, il est possible à n'importe qui de pouvoir obtenir votre numéro de téléphone, puisque à partir du précédent tutoriel, nous avons vu de manière pratique qu'un numéro de téléphone techniquement n'est pas une donnée confidentielle. Un numéro de téléphone est une donnée publique que n'importe qui peut avoir. Et nous avons fait la démonstration à partir du précédent tutoriel. Cependant, chacun d'entre vous sait maintenant comment cloner ou encore comment pirater la base de données en fait de n'importe quel opérateur, n'est-ce pas? Ok. Alors, imaginez maintenant que tous ceux ou encore tous les utilisateurs de ce pays, ok, donc on va nommer ce pays pays X, ok, donc on va appeler ça pays X. Donc imaginez que tous les utilisateurs de pays X, vous avez obtenu en fait, comment dirais-je, la base de données de leur numéro de téléphone, ok. Donc sur votre ordinateur, vous avez ici la base de données en fait des numéros de téléphone de tous les abonnés du pays X. Ok, donc on va mettre ici pays X piraté. Ok, donc ici il y a donc les numéros de téléphone de tous les abonnés du pays X. Et on sait aujourd'hui que tous ces abonnés du pays X qui ont un smartphone avec WhatsApp installé ont envoyé toutes leurs informations à WhatsApp. Et aujourd'hui, on sait également que à partir d'un numéro de téléphone, nous pouvons récupérer ces informations que ces personnes ont transmises au serveur de WhatsApp. Alors, ce que cette personne va donc faire, c'est-à-dire ce pirate, ce qu'il va donc faire à partir de son téléphone, c'est quoi? Il va tout d'abord hacker en fait toute la base de données en fait du pays X. Une fois qu'il a piraté, ce qu'il va faire, il va transformer chacun de ces numéros en contact. Ok? Il va transformer ça en contact. Une fois avoir transformé ça en contact, automatiquement il va reloader, comment dirais-je, il va reloader ça au niveau de son téléphone. Reloader, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que il va en fait importer tous ces contacts au niveau de son numéro de téléphone. Ok, que ce soit 10 000 numéros, que ce soit 100 000 numéros, que ce soit 1 million de numéros de téléphone, il va les importer parce qu'aujourd'hui avec le système Android, on n'a plus de limite au niveau du nombre de contacts. Ce n'est pas comme une puce électronique qui est limité au niveau du nombre de contacts. Aujourd'hui, avec les smartphones, on peut enregistrer des millions et des millions de contacts sur un seul téléphone. Donc cette personne-là, ayant donc la base de données des opérateurs en fait de son pays, va donc importer toute cette base de données en fait au niveau de son numéro ou encore au niveau de son téléphone portable ou encore de son téléphone Android ou smartphone quelconque. Et puis, une fois cela effectué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter tout simplement son application WhatsApp et il va l'actualiser. En actualisant automatiquement lui aussi dans sa base de données au niveau de son petit téléphone, il a toutes les personnes de son pays qui sont connectées à WhatsApp. Ok, donc fille comme garçon, femme comme homme, il a
tous ceux qui sont connectés sur WhatsApp. Donc en faisant ça, ce procédé, c'est lui qu'on appelle donc le Social Reverse Phone Lookup. Donc voilà donc le principe du Social Reverse Phone Lookup. Vous voyez donc là, il y a un petit hic. Alors vous allez peut-être poser la question de savoir, donc si par exemple dans un pays nous avons au total 18 millions de numéros de téléphone qui ont été, comment dirais-je, piratés à partir de cet individu. Qu'est-ce que cet individu va faire, ce pirate-là, pour pouvoir, comment dirais-je, importer tous ces numéros de téléphone dans son téléphone? Est-ce qu'il va aller au niveau de ses contacts et taper chaque numéro, numéro par numéro, jusqu'à arriver à 18 millions de numéros? Alors la réponse, chers amis, est non. Ok? Donc il existe aujourd'hui des moyens permettant à ce pirate informatique de pouvoir, comment dirais-je, recharger tous ces numéros de téléphone dans son portable de manière automatique sans avoir à taper un seul numéro de téléphone. Et ça, nous allons voir comment cela se passe. Tout d'abord, voyons également comprendre le principe de l'attaque du HLR, Database Exploitation. Alors, avant toute chose, je voudrais encore vous présenter en fait ce petit diagramme qui illustre en fait ici de manière basique en fait le système de télécommunication. Ok, donc je ne vais pas en fait m'attarder à vous, donner des explications techniques liées à tout ceci, parce que ce n'est pas tout le monde en fait qui a fait du GSM hacking comme des membres de l'association Emantic. Donc ici j'invite en fait tout le monde, quel que soit votre niveau de compréhension, à comprendre en fait au minimum ce que j'essaie d'expliquer. Donc on va aller, doucement, et nous allons être le moins technique possible. Ceci est un diagramme qui représente en fait le système de télécommunication GSM tel que vous l'utilisez à partir de chez vous. Alors, ce que vous voyez en fait ici, c'est ce que vous connaissez tous, ce qu'on appelle un téléphone portable. Un instant s'il vous plaît, je vais prendre une autre couleur de stylo. Oh là là, ça me joue des tours là. Voilà. Ok, excusez-moi. Alors, j'étais donc disons que ici c'est un téléphone. Donc nous avons donc ici un téléphone mobile ou encore un équipement mobile. Donc ça c'est un équipement mobile, ça peut être un téléphone, ça peut être une montre GSM, etc. etc. Donc ceci représente en fait un mobile equipment, ok, avec une puce électronique à l'intérieur. Ok, maintenant à partir de la puce électronique, donc le téléphone est capable d'envoyer ce qu'on appelle un signal, ok, un signal à une antenne, ok. Donc une antenne près de chez vous capte donc ce signal là, automatiquement l'envoie à un équipement qu'on appelle la BTS, la Base Transceiver Station. Et puis la BTS maintenant, à partir donc de ce signal reçu, va donc router ce signal au niveau donc de ce qu'on appelle la BSC, ok. Donc la BSC également à son tour. Alors la BSC c'est un peu comme la poste, ok. Imaginez un peu, vous voulez en fait, vous voulez en fait envoyer une lettre à quelqu'un, et puis automatiquement cette lettre arrive, vous allez à la poste, n'est-ce pas, pour envoyer cette lettre là. Alors, ce que la poste naturelle va faire en fait, c'est qu'elle va tout simplement expédier la lettre, n'est-ce pas, à votre correspondant. Alors, dans le monde du GSM, ici, ce qui joue en fait le rôle de la poste, c'est la BSC. Mais sauf que ici, la BSC n'envoie pas directement l'information à votre interlocuteur. Donc la BSC ne va pas directement router l'appel, à la BTS de votre correspondant, ok. Donc ce que la BSC va d'abord faire en fait ici, c'est quoi? La BSC va switcher en fait cet appel là au niveau de la MSC. Donc ça va router en fait l'appel au niveau de la MSC. L'appel va donc être envoyé ici. Ça c'est la première base de données dont je vous parlais tout à l'heure, donc la Visitor Location Register. Donc le Mobile Switch Control ou encore la MSC va donc envoyer les informations liées donc à celui qui appelle, n'est-ce pas, à cette base de données qu'on appelle la VLR. La VLR, une fois l'information donc reçue, comme c'est la première fois que cet abonné appelle à partir de cet opérateur, automatiquement cet appel là sera donc routé au niveau de la VLR. Alors la VLR à son tour donc va également stocker ces informations
et l'envoyer à la AUC. La AUC, ça, comment dirais-je, c'est le diminutif de Authentication Center. Donc l'Authentication Center, c'est lui donc qui va authentifier l'appel. Donc c'est ici donc que l'opérateur va vous authentifier, ok? Celui-ci c'est qui? Est-ce qu'il vient de Move? Est-ce qu'il vient de MTN? Est-ce qu'il est abonné à tel ou tel opérateur? Est-ce que c'est un opérateur connu, etc., etc. Est-ce qu'il est enregistré là-bas? Son numéro de téléphone c'est valide, etc. Donc on va vous authentifier à partir de la AUC. Une fois l'authentification terminé, la AUC envoie donc le signal en fait de, comment dirais-je, disons un signal OK, on va pas compliquer les choses. Donc la Visitor Location Register ou encore la VLR, une fois cela reçu, le signal de OK va donc transférer ça à, comment dirais-je, au Mobile Switch Control, ok. Donc une fois le Mobile Switch Control ou encore la MSC a reçu en fait l'appel, ça va donc router ça à la BSC, et c'est maintenant que votre facteur de la BSC va donc router l'appel vers la BTS de votre correspondant. Cette BTS va donc transmettre le signal de l'appel à l'antenne relais la plus proche de votre correspondant. C'est comme ça que votre correspondant va donc recevoir l'appel. Je voulais tout d'abord que chacun puisse en fait avoir ces petits principes de comment est-ce que l'appel se fait entre deux téléphones, afin que vous compreniez en fait ce que je voudrais expliquer. Alors, comme vous l'avez donc constaté en fait ici, c'est quoi? Celui qui appelle, n'est-ce pas, toutes ces informations sont transmises ou encore sont enregistrées, ok, à la VLR et à la HLR, ok. Alors, et je vous ai dit tout à l'heure en fait ici que l'attaque dont nous allons en fait, comment dirais-je, l'attaque que nous allons en fait ici voir, c'est la HLR Database Exploitation. Alors, vous pouvez donc poser la question par exemple de savoir pourquoi ce n'est pas la VLR qu'on attaque. Alors, la réponse est que vous pourrez bien attaquer la VLR, sauf que ce n'est pas tout le monde qui passe par la VLR. Comme vous le voyez en fait, la VLR c'est Visitor Location Register, ok. Donc, c'est la base de données en fait qui s'occupe, ou encore c'est le matériel qui s'occupe en fait de l'enregistrement de tous ceux qui sont marqués comme visiteurs, c'est-à-dire qui utilisent le réseau pour la toute première fois. Mais pour les abonnés du réseau, ils sont tous en fait sauvegardés dans la Home Location Register. Maintenant, lorsque quelqu'un appelle, comment dirais-je, via ce réseau-là pour la deuxième fois, automatiquement, il n'est plus considéré comme un visiteur, mais il est considéré maintenant comme quelqu'un de local. Donc, il est automatiquement enregistré à la HLR. Sauf que les abonnés ne passent pas, comment dirais-je, automatiquement à la VLR, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dans la HLR ne passent plus par la VLR. Voilà donc pourquoi, pour avoir de meilleures informations et un résultat plus juste, il est plus, comment dirais-je, intelligent, ok, et plus professionnel en fait d'obtenir des informations d'un abonné à partir de la HLR, la Home Location Register. Donc ici, cette attaque consiste donc ici à s'introduire dans cette base de données, c'est-à-dire la HLR, afin de pouvoir obtenir en fait les informations liées à n'importe quel numéro de téléphone. Alors, cette attaque en fait nécessite plusieurs choses que nous allons donc voir lors de la partie du TP associée donc à cette attaque. Tout d'abord, voyons donc voir comment nous allons donc réaliser notre SN Reverse Phone Lookup. Alors, parmi ces deux attaques, la première attaque dont je vais vous parler en fait ici, c'est la SN Reverse Phone Lookup. Tout d'abord, j'aimerais en fait vous dire en fait que ce tuto sera fait en deux parties. La première partie, comme vous pouvez le voir en fait ici, les principes liés à ce tuto sont très denses, ok. Donc si vous ne comprenez pas les principes, vous ne pouvez même pas aller au niveau de la pratique. Donc ça sera inutile en fait d'aller au niveau de la pratique. Donc voilà donc pourquoi de manière particulière ce tutoriel je l'ai fait en deux parties. Donc la première partie en fait consiste en fait à comprendre et à maîtriser les concepts, ok. Et je suis sûr même que beaucoup d'entre vous vont commencer en fait à comment dirais-je, à essayer cela. Mais tout d'abord, voyons donc voir en ce qui concerne l'attaque du Reverse Phone Lookup, il y a deux façons de la réaliser, ok. La première façon c'est le mode manuel. Donc vous pouvez faire du Reverse Phone Lookup manuellement, mais cette façon est déjà dépassée, c'est archaïque, ok. Je sais que beaucoup d'entre vous, comme vous avez déjà les bases de données des opérateurs de vos pays, vous allez commencer en fait à utiliser en fait le Reverse Phone Lookup manuel, c'est-à-dire à enregistrer ces bases de données dans vos portables afin de pouvoir ressortir les informations à partir des réseaux sociaux mobiles tels que WhatsApp,
Telegram et j'en passe. Alors cependant, vous allez tout de suite vous en rendre compte que cette attaque est archaïque, ou encore cette manière de faire est archaïque, parce que enregistrer avec vos doigts, par exemple, des millions de numéros de téléphone dans un portable, c'est archaïque, ok? Voilà donc pourquoi nous avons aujourd'hui des outils qui nous permettent d'automatiser en fait cela, que même si vous avez en fait 2, 3, 20 millions, 40 millions de numéros de téléphone que vous voulez avoir à votre disposition, vous pouvez donc également le faire. Alors ce tutoriel, je ne le fais pas seulement pour répondre à la question de la personne qui l'a posée, mais également pour dire déjà, même à ceux qui sont dans les services de renseignement, que voilà en fait une méthode également qui peut beaucoup vous aider. J'en connais en fait beaucoup dans les services de renseignement à qui j'ai enseigné en fait cette méthode et qui les aide efficacement, comment dirais-je, dans leurs travaux. Alors nous allons en revenir. Alors maintenant, au niveau de l'attaque automatisée, vous devez donc avoir les outils nécessaires. Voilà donc pourquoi ici, je vais tout d'abord vous présenter les différents outils qui seront donc liés au TP de cette deuxième partie. Alors, le premier outil dont vous aurez besoin, bien évidemment, c'est votre ordinateur. Un instant, je vais changer la couleur du stylo. Alors, le premier outil dont vous aurez besoin ici, c'est votre ordinateur. Le deuxième outil dont vous aurez besoin ici, c'est une plateforme Windows. Vous aurez également besoin, bien évidemment, d'une connexion Internet, parce que pas d'Internet, pas de réseau, comment dirais-je, social. Puis, bien évidemment, vous aurez également donc, comment dirais-je, besoin des réseaux sociaux mobiles. Donc, dans la deuxième partie, je vais vous montrer quels sont les réseaux sociaux que vous, comment dirais-je, devez utiliser en fait pour avoir un maximum d'informations. Donc, maintenant au niveau, désolé. Maintenant, au niveau de, comment dirais-je, des outils également, le prochain outil dont vous aurez besoin, c'est l'un des plus importants. On appelle cela le synthétiseur de contact. Le synthétiseur de contact ici, vous savez en fait, pour automatiser l'enregistrement de contact au niveau de votre téléphone de manière massive, si vous n'avez pas de synthétiseur de contact, il est inutile même d'essayer en fait cette technique-là. Donc, le synthétiseur de contact est celui-là qui va donc vous permettre en fait de pouvoir, un instant, le synthétiseur de contact est celui-là qui va donc vous permettre de pouvoir en fait synthétiser, comme son nom l'indique, les contacts. Alors ça peut paraître flou, paraître flou ce concept, chez certaines personnes, mais lorsqu'on sera en fait dans la pratique, vous allez mieux comprendre comme d'habitude. Alors, puis, le dernier outil et le plus important maintenant, c'est l'interface de fusion pour vCard. Alors, les vCard, beaucoup d'entre vous savent ce qu'on appelle un vCard. Alors, un vCard, en fait, c'est ce qu'on appelle, ou encore, une carte de visite virtuelle. Vous savez, avant, pour pouvoir donc, comment dirais-je, les cartes de visite avant en informatique ont d'abord été créées de manière virtuelle, avant d'avoir aujourd'hui ce qu'on appelle une carte de visite physique, qu'on peut partager physiquement aux collègues, aux clients, etc., etc. Avant, ces cartes existaient de manière virtuelle. On les appelait donc ou encore on les appelle les vCards, les Virtual Cards. Alors ici, la carte de visite est un fichier, un vCard est un fichier de contact qui, comment dirais-je, héberge en fait des données en fait liées à un numéro de téléphone que vous pouvez automatiquement exécuter sur votre numéro de téléphone afin que le contact lié à cette vCard là puisse être automatiquement installé sur votre téléphone sans que vous n'ayez à taper ce numéro de téléphone de manière manuelle pour l'enregistrer. Donc, voilà donc pourquoi il vous faudra donc ce qu'on appelle une interface de fusion de vCard. Pourquoi? Parce que le synthétiseur de contact, lui, après avoir synthétisé les contacts de manière automatique, va produire ce qu'on appelle les vCards. Ce qui veut dire que si vous avez une liste, par exemple, d'1 million de numéros de téléphone, vous allez tout simplement insérer cette liste-là dans le synthétiseur de contact. Donc, le synthétiseur de contact, qu'est-ce que lui, il va faire? Il va prendre chacun de ces numéros de téléphone, chacun de ces 1 million de numéros de téléphone et va automatiquement, transformer ça en vCard ou encore en contact professionnel ou encore en carte de visite synthétisée et professionnelle. De telle sorte à ce que vous aurez tout simplement à importer cette carte de visite sur votre téléphone afin que le contact soit automatiquement installé et créé sans que vous n'ayez à taper quoi que ce soit. Donc,
il y a le synthétiseur de contact ainsi que l'interface de fusion de vCard. L'interface de fusion de vCard est une interface de commande. Donc, cette interface-là est une interface de commande. Donc, on utilise la base des commandes et dans le TP, je vous montrerai donc comment tout cela se passe. Mais avant, je voudrais donc que vous téléchargez ces deux informations. C'est-à-dire, vous allez tout d'abord, télécharger le synthétiseur de contact qui est accessible à partir du XLT, SINT et -ARN. Et puis maintenant, le code de téléchargement de l'interface de fusion pour vCard est le XLT-IFUS et VCRD. Donc voilà en fait les différents codes de téléchargement des outils liés à cette attaque, à ce TP là. Donc une fois cela effectué, donc je vais donc vous donner rendez-vous dans la deuxième partie où nous allons donc voir comment effectuer ces deux attaques là. Alors ça c'était pour le le Social Network Reverse Phone Lookup. Dans la deuxième partie également, je vous montrerai comment est-ce que l'attaque du HLR database également se passe. Donc, chers amis, à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous dans la deuxième partie de ce tutoriel. Alors, pour le prochain tuto, nous allons donc répondre à une question intéressante qui m'a donc été posée par certains membres de l'association. Donc, ici, vous avez posé la question de savoir comment envoyer un SMS à partir du téléphone d'une autre personne sans toucher au téléphone de la victime. Donc, j'ai repris la question telle que cela a été demandé et c'est exactement ce que nous allons donc apprendre à faire. Dans ce tutoriel, je vais le publier le vendredi 22 mars prochain afin que chacun d'entre vous puisse donc savoir. Ça sera un tutoriel entier. Donc ici, il n'y aura pas de deux parties. Donc je vais tout mettre dans le tutoriel, ok? Donc et ici, il faut vous armer en fait de vos bases de programmation parce qu'ici, il y aura de la programmation que nous allons effectuer. Donc sans toutefois tarder, chers amis, je vous donne donc rendez-vous dans le prochain tuto qui sera donc posté le vendredi 22 mars. Merci.